Elles ont le N impérial, mais chaque pièce possède un nom. Alors ça peut être Mars, ça peut être Belle Lune, Jolie Fille. La baleine pour la première ici. Alors on va demander au service de santé de s'approcher, se mettre en ligne derrière les troupes de Marmont. Alors vous voyez ici le service de santé qui va se mettre ici. Et vous voyez un monsieur avec les cheveux longs, un tablier qui n'a oublié de laver. La mère de Nîmes est toujours passée par là. C'est l'arrêt, le chirurgien l'arrêt. Il est suivi de le chirurgien Percy. Et vous avez des brancardiers qui sont là, prêts à intervenir. Alors, où ils intervenaient directement sur le champ de bataille, ou ils intervenaient dans ce qu'on appelle les hôpitaux de campagne. Un hôpital de campagne, c'est tout simplement 4 potes de foin qu'on a mis un petit peu plus loin, sur lequel on a mis les prisonniers, et comme racontent les mémorialistes, un apprenti chirurgien arrive avec un morceau de craie, regarde le blessé, lui met un morceau de craie sur le bras ou sur la jambe, c'est l'emplacement où il y aura l'amputation. Et ils hurlent, les bras à gauche, les jambes à droite. Alors, qu'à un cas, on avance et ensuite on va aller pour se faire amputer. Vous voyez un petit peu que c'est brutal. Il faudra attendre la chirurgie de la Première Guerre mondiale où tous les cas de figure se présenteront pour voir une évolution dans le monde chirurgical. Arrive l'infanterie russe. Ah oui, ah ben là, elle est belle celle-là. Voilà, l'infanterie de la garde russe qui se présente et qui va se mettre en ligne. Et vous voyez que immédiatement, exactement comme dans l'armée française, les tambours maintenant passent derrière la troupe. Et c'est eux qui vont rythmer le départ et les commandements. Alors, vous voyez la mousqueterie, quand on dit la mousqueterie, c'est l'ensemble des coups de feu. La mousqueterie qui est assez brutale, et on s'arrange toujours pour faire des feux qui sont bien nourris, et on tire tous ensemble dans la mesure du possible. Maintenant, la réserve, la deuxième ligne française va s'approcher. Près de la tribune, sur la gauche, l'infanterie polonaise, au centre les Suisses, et à nouveau l'infanterie française. Et toujours ce souci d'avoir des lignes qui sont excessivement serrées, ça présente un avantage. Des lignes de feu efficaces, ça présente un inconvénient lorsqu'un boulet de canon arrive. Lorsqu'un fusil a tiré à peu près une vingtaine ou une trentaine de coups, il devient sale et certains soldats racontent qu'ils étaient obligés de se dégager de la ligne de feu et d'uriner dans le canon pour le nettoyer. En ligne de bataille. Ah, l'infanterie polonaise qui se met en ligne et qui va faire feu. Alors, les ordres sont donnés, vous les entendez, le commandement, l'exécution. Vous avez l'impression que ça ne va pas très vite, mais comme je vous le disais, vous avez vu qu'en face, ils ne vont pas plus vite. Vous avez ici l'infanterie russe qui s'avance à la baïonnette. Alors ça, c'était une des grandes spécialités françaises. La charge à la baïonnette, on appelait ça le déjeuner à la fourchette. Le déjeuner à la fourchette.
les baïonnettes faisaient énormément de dégâts. Et alors il y avait des soldats qui étaient plus vicieux que d'autres, qui promenaient la baïonnette dans le crottin de cheval. Si bien que vous colliez systématiquement le tétanos aux gens qui étaient blessés. Et comme à l'époque on ne sait pas soigner le tétanos, on ne sait pas soigner non plus le typhus. Le typhus, comme les enfants ne se lavent pas, ils ont des poux, et les déjections des poux entrent dans les pores de la peau, et donnent le typhus. Il y a également des maladies vénériennes, mais là je ne m'étendrai pas dessus, c'est le cas de le dire. Tant entendu que ça le chasse aux oreilles, mais qui faisait énormément, beaucoup de dégâts. Alors on appelait ça le mal de Naples, et les Napolitains appelaient ça le mal français. On jouait au tennis à l'époque. Charge des chasseurs à cheval de toute la garde. Les chasseurs à cheval, les gardes d'honneur, les grenadiers à cheval. Ouais, belle bagarre. Alors vous serez peut-être étonné de voir qu'à l'époque on se battait avec des uniformes aussi somptueux. Eh bien, il y a un effet psychologique sur l'adversaire. C'est-à-dire... On va les voir là. Oui, il y avait un effet psychologique sur l'adversaire, on cherchait à l'impressionner à partir d'uniformes flamboyants. On ne cherche pas du tout à se cacher, à se dissimuler. Et comme écrivait la duchesse d'Abrantès, à l'époque on ne remarquait pas les hommes braves, on remarquait ceux qui ne l'étaient pas. Alors les soldats, bien sûr, espéraient avoir une récompense suprême. La récompense suprême pour les soldats était la Légion d'honneur, qui a été créée le 19 mai 1802 par Napoléon et qui perdure encore aujourd'hui. C'est la décoration française la plus ancienne encore en actualité. Il y a eu sous l'Empire 47 000 légions d'honneur de données. Il y avait en 1814 34 000 personnes. Il y avait encore la Légion d'honneur. Donc 13 000 légionnaires avaient été tués pendant les guerres de l'Empire. Alors voyez, je crois que vous pouvez également applaudir les cavaliers parce qu'ils utilisent des chevaux qu'ils ne connaissaient pas. 4 ans, 5 ans, c'est déjà ça, hein. Ce sont des chevaux qui sont etc. et qui ne sont pas du tout habitués à ce genre d'exercice. Avec son papa et sa Alors à maman, l'époque, on les habituait des jeunes, et ensuite, dans les écuries, eh bien, au moment où on leur donnait à manger, on tirait des coups de pistolet, on jouait de la trompette, on agitait des drapeaux, on secouait des chiffons devant leurs yeux, de façon à habituer les chevaux au bruit, etc. Ah oui, ici on évacue un blessé sur un brancard. Alors ça n'a pas toujours été sur un brancard. Et voilà qu'arrive l'infanterie de la garde impériale qui se met en ligne sur le flanc droit on voit un français. peu moins maintenant. Nous, on le connaît depuis des années. Il était tout petit, il avait 3 ans. Et Marcel l'a monté sur son cheval, sur Tequila. Et depuis, le cheval, les autres, et maintenant, on va chez Pascal. Oui, on va passer la séance. Il rentre dans les portes, il va les poneys, il a 4 ans et demi, il monte, il se tourne. Bon. Il y a un mort, là-bas. Ah, une petite goutte de réconfort dans la cantine. Non, c'est... Ah, alors voilà Larry qui intervient. Je crois que... Oh, monsieur le chirurgien en chef, je crois que c'est pas la peine, hein, mais on va regarder quand même. C'est peut-être un évanouissement. Oh non, il y a un geste du chirurgien, il a l'air de dire, c'est vraiment pas la peine. Hein.
Alors on fait avancer maintenant la moyenne garde des fusiliers chasseurs qui appartiennent également à la garde impériale, mais qui ne sont pas vieilles gardes, qui sont moyenne garde. Le carré de la garde est attaqué par l'ennemi. Et vous voyez que c'était assez brutal à l'époque. Ça faisait pas mal de dégâts. Et l'infanterie russe, les grenadiers de l'infanterie russe, tout près de l'autre tribune. Et les ennemis qui patrouillent le terrain afin de savoir s'il y a des ordres à porter. Alors pour les aides de camp, on choisissait en règle générale, je vous l'ai dit, des gens qui savaient lire et écrire. Il tire noir, hein. Et il y a un qui tire en noir, là, il tire vraiment... Et maintenant, vous avez les pontonniers qui vont être chargés donc de la construction d'un pont, comme il se doit. Et vous avez également quelques Polonais qui vont venir leur donner la main, ils vont venir les aider. C'est le général, le maréchal, non, le général avec les plus loin. C'est qui? C'est encore Bienvenu, pourtant. Je sais pas, non, je pense pas. Ah, il est à cheval, hein, bien. Claude, il est à cheval, là. Ouais, à mon avis, c'est lui, là. Il a son cheval qui est difficile. Il a peur des coups de canon. Ah, le lion qui s'y est mis, là. Le lion est là-bas. Dodu, le lion. La poudre. Avec le produit qu'ils mettent dedans, ça devient noir. Alors vous voyez que le pont a été construit. Les troupes vont pouvoir maintenant passer sur ce pont. C'était un travail qui était long, pénible. Sur le Danube, le grand pont faisait 400 mètres de long. On utilisait des ponts de barque, c'est-à-dire qu'on mettait des barques, on les attachait et après on faisait un tablier avec des planches. On va dire que la progression de l'armée française commence à être importante. Ah, je crois qu'on va avoir un prisonnier. Oh ben non, il ne sera même pas prisonnier.
la tour. Ouais. Donc, comme en 1814, l'armée alliée est en train de reculer et elle est pressée par naturellement les différents corps de l'armée française. Tout cela sous l'œil de l'empereur et de son état-major qui est au mont Saint-Pierre. L'artillerie est en train de recharger ses pièces. L'artillerie, les artilleurs, vous êtes demandés à vos pièces. Mais quand je vous disais qu'ils sont sourds, c'est pas une légende. Hein. Alors, parfois, quand ce sont les coalisés qui gagnent, et notamment les Russes, vous les entendez crier. Majesté, vous avez vu Sebovic? Alors ça veut dire quoi? Hurrah! Ça, c'est un homme. Ça. Je pose cette question de mon mari. Là, il a fait un exploit. Ce qui voulait dire que, avant la bataille, les soldats criaient au paradis, autrement dit, hurrage, hurrage. Et hurrage est devenu hurrah. Avancée de la garde impériale dans son uniforme très sombre. Et vous voyez que sous cette pression, eh bien, les troupes alliées sont obligées de reculer. Alors, va avancer selon sa procédure, du moins peut-être pas toutes les pièces. Vive la générale Colbert! Alors l'artillerie va reprendre ses positions initiales et amener les pièces à la bricole. Je vous rappelle, 8 artilleurs par pièce. Et vous voyez que les Alliés sont repoussés sur la porte de Vesle. La victoire de Reims est pour ainsi dire pour nous. Ce soir, on va faire péter les bouchons de champagne et vous pourrez boire du champagne de la marque L'Aiglon. Eh oui, eh oui, eh oui. Il faut bien faire un peu de publicité pour les producteurs champenois. Сделай доброе дело, сфотографируй генерал Кольбера, вот в красненьком. Pour le champagne, mais je Но он reconnais все время l'excellence как de votre уезжает, vin. конечно.
Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu, le champagne, l'aiglon. Quant à ceux qui veulent entrer dans la reconstitution, eh bien, vous pouvez, la portée libre. Maintenant, si vous voulez vous faire faire des uniformes, rien de plus facile. Vous allez voir les exposants, il y en a un antique costume qui se fera un immense plaisir de prendre vos mesures et de vous faire un uniforme de votre choix. Vous pourrez ainsi vivre une épopée extraordinaire et croyez-moi, lorsque l'on enfile un uniforme le vendredi soir avec ses amis, eh bien, on replonge dans le temps. Et ce soir, quand il va falloir que toutes ces personnes remettent des uniformes, des habits civils, eh bien, ça devient quelque chose de très triste. Parce que on oublie tout. Et là, le gros intérêt, c'est qu'entre nous, on se retrouve et on parle tous la même langue. C'est-à-dire la langue de la reconstitution historique et la langue de l'histoire. T'as raison. Ah, t'as raison, mon ami. C'est fini? Je crois, ouais. Merde, change de batterie. J'ai 22 minutes de film. Je suis en train de filmer. Я сейчас вчера надо на фотку вот одноглазого, который презентовал. Сейчас в гвардии. Majesté. Вот. А какой-то там офицер из гвардии. Тише, медленно. Говорит, это опасно, может быть, в России это опасно. А во Франции так нельзя. Je suis presque à fond de batterie là. Ah oui, il faut que j'apporte un rectificatif, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure que les gendarmes étaient toujours derrière. J'ai dit qu'il y avait des gens devant et les gendarmes
également ont servi l'Espagne, notamment la gendarmerie en Espagne, la gendarmerie d'élite, la gendarmerie de la ligne, et ils ont également chargé à la bataille de Waterloo la gendarmerie à cheval de la garde avec la cavalerie de la garde impériale. Там 5 человек, из них 2 генерала и 1 из них. Да, золото много. А там в входе висит там, пожалуйста, хоть какой генерал, власть Alors que faisait-on après une grande bataille? Eh bien naturellement, après une grande bataille, chaque capitaine faisait l'inventaire des hommes qui avaient été tués, blessés ou disparus dans sa compagnie, transmettait les ordres au chef de bataillon qui faisait la même chose au niveau du bataillon et transmettait au colonel qui faisait la même chose au niveau du régiment. Ensuite, les chiffres étaient transmis à l'état-major du maréchal Berthier qui faisait un inventaire beaucoup plus précis de l'état des pertes. Et sur le champ de bataille, eh bien, on récupérait le matériel qui avait été perdu, c'est-à-dire on récupérait aussi bien les boulets de canon que l'on récupérait les armes. Tout ça était emmené au grand parc de l'artillerie et était payé aux soldats. Ça coûtait moins cher de payer un fusil que d'en fabriquer un. J'ai 26-40. Je suis pratiquement à fond de batterie. Je suis pratiquement plus de batterie. Mais sinon, on filme un peu, je te filmerai les photos. Ouais, ouais. Alors nous allons maintenant faire défiler les différentes troupes. Je perds mes chaussettes. Bon, l'artillerie, c'est fini, hein. Bon, ben c'était très bien, les artilleurs. C'était très bien, on s'arrête maintenant. Et à cause de vous, maintenant, on voit plus rien du tout. Bon, alors les pompiers en premier vont quitter le champ de bataille. Voilà, je vous rappelle, ce sont eux qui ont construit les ponts. Merci pour eux. Les pontonniers quittent le champ de bataille. Nous avons maintenant les artilleurs qui vont quitter le champ de bataille. Et debout les morts maintenant. Allez, j'ai dit debout les morts. Hop. Ressuscitez, on se réveille. Ah non, mais il y en a 2, 3 qui sont... Ou alors ils sont sourds, ou alors ils sont vraiment morts, ou ils n'entendent plus rien, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est une bataille intéressante, on n'a pas eu des...